On a à peu près 2 millions de patients uniques quand même. qui ont été vus au CHU depuis 2008. En termes de courrier, ça correspond à plusieurs centaines de millions de tests biologiques qui sont intégrés dans l'entrepôt. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Vincent Sobanski, qui est professeur d'université à l'Université de Lille et également praticien hospitalier au CHR. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter le CHR, l'université et tes activités ? Oui, alors je suis sur un statut de professeur des universités, donc à l'Université de Lille, qui est une grande université récemment fusionnée, qui contient 80 000 étudiants. Au sein de cette université, il y a 11 composantes et 4 grandes écoles. Et parmi les composantes, donc qu'on appelle les facultés, il y a l'UFR des sciences de santé et du sport. Donc c'est une composante assez récente qui est issue de la fusion des facultés de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire, d'ingénierie et management de la santé et de sport. Par ailleurs, je suis également praticien hospitalier donc dans le service de médecine interne au sein du CHU de Lille, qui est donc un grand hôpital de dimension européenne, comme vous le savez. Alors ici, on est un podcast qui est spécialisé sur la data et l'intelligence artificielle. J'ai presque envie de dire pour nos auditeurs, mais pourquoi on se parle aujourd'hui ? Alors, quel est le sujet en fait qui a fait qu'on s'est rencontrés pour ce podcast ? Alors, nous nous sommes croisés à l'Opéra et nous avons fait connaissance à cette occasion, donc dans un milieu complètement extérieur au sujet d'aujourd'hui. Néanmoins, on a pu se présenter et présenter un petit peu nos activités respectives. Et globalement, il me semble que c'est mon expérience de clinicien, donc de non spécialiste initialement de l'intelligence artificielle, qui s'est investi finalement dans la politique numérique au sein de l'établissement qui a retenu ton attention. En particulier, j'ai participé à l'élaboration du projet d'établissement il y a une petite dizaine d'années pour le CHU de Lille, et à cette occasion, j'avais mené avec des collègues un audit sur la recherche, en particulier sur le domaine du numérique. Et à cette occasion, nous avions auditionné, reçu un grand nombre d'interlocuteurs internes et externes au CHU, et nous avions identifié 2 perspectives intéressantes. Alors aujourd'hui, ça peut sembler assez évident, mais il y a 10 ans, ça l'était pas tant que ça. La première, c'était la mise en place de cohortes clinico-biologiques prospectives, c'est-à-dire finalement des bases de données qui permettent la collection de données de grande qualité. Prospective, c'est-à-dire qu'on décide a priori des variables qu'on va inclure et ensuite on suit les patients qui sont reçus au CHU de Lille en recueillant ces variables. Et par ailleurs, la mise en place d'un entrepôt de données de santé, qui était quelque chose qui manquait, en tout cas à l'échelle institutionnelle. Il y avait déjà un entrepôt de données de santé dédié à l'anesthésie-réanimation, qui était une très belle expérience pour le CHU, mais il n'y avait pas un entrepôt de données à l'échelle globale de l'établissement. Peut-être pour nos auditeurs, on peut préciser le type de données qui sont enregistrées dans ces bases de données, et puis l'usage qui peut en être fait aussi par les médecins et les chercheurs. Alors, l'entrepôt de données de santé du CHU de Lille comporte des données structurées et des données non structurées. Ça, c'est un élément important. Donc, les données structurées, ça signifie que globalement, on peut les ranger dans un tableau. Donc, les données qu'on va retrouver sont essentiellement les données biologiques. Donc, les résultats des tests biologiques, donc à la fois le type de test, le résultat, la norme du test. Des prises de sang, des biopsies, des choses comme ça. Donc, essentiellement les prélèvements sanguins, mais on retrouvera également les prélèvements d'urine, de sel, etc. Donc, tout le matériel biologique qui peut être traité au CHU de Lille. Et il y aura également les données qui correspondent à la tarification à l'activité. Parce que comme vous le savez certainement, les établissements sont rémunérés, entre guillemets, par la sécurité sociale sur la base de l'activité. Et cette activité fait l'objet d'un codage avec une nomenclature, ce qui est un élément assez intéressant. Il y a une classification internationale des maladies qui permet de coder donc l'ensemble des diagnostics qui sont faits au CHU et des actes. Et donc ces éléments qui sont produits dans le cadre du soin, donc on est dans la production de soins et qui servent à la tarification, peuvent être réutilisés
à des fins de recherche. D'accord. Ça, ce sont les données structurées. Il y a également des données non structurées. Les données non structurées, ce sont essentiellement des données textuelles qui sont issues des courriers médicaux. Donc actuellement, quand on dicte un courrier, on fait une dictée numérique. Notre secrétaire va finalement réaliser la production de ce courrier avec un traitement de texte. Et ce courrier va être envoyé aux correspondants médicaux, le médecin traitant et puis le patient. Et donc, cette donnée textuelle, qui est issue finalement du langage naturel, comporte des informations qui sont très intéressantes et qui peuvent vraiment compléter finalement les données dites tabulaires, donc les données structurées dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être pour rassurer nos auditeurs, je pense qu'il est clair qu'il y a la mise en place des mesures de protection de cybersécurité, d'anonymisation, de respect du RGPD pour ce type de données. Je pense que c'est une évidence, mais ça peut être important de le rappeler pour tout le monde. Tout à fait. C'est une question qui nous a occupés très largement lors de la mise en place de l'entrepôt, puisque nous avons entamé les démarches au moment où le RGPD allait être mis en place. D'accord. Et à un moment où les entrepôts de données de santé finalement commençaient à se développer et la CNIL menait un travail important sur l'élaboration des méthodologies de référence autour de ces questions. Donc effectivement, l'entrepôt de données de santé du CHU de Lille, qui s'appelle Include, est conforme au RGPD et finalement repose sur le recueil du consentement des patients du CHU quand ils viennent maintenant. D'accord. Et pour la partie rétrospective, il y a également une information qui est faite par de l'affichage au sein de notre établissement, par des mentions également sur les courriers, avec la possibilité pour les patients de se reporter à un site internet où ils vont pouvoir éventuellement donner ou retirer leur consentement en fonction de leurs souhaits en tant que citoyens. Et ils vont également pouvoir consulter la liste des projets qui sont réalisés avec ces données. D'accord. On va y venir juste après. J'avais une autre question sur la volumétrie peut-être des données que vous avez acquises aujourd'hui. Combien ça représente de patients typiquement? Est-ce que vous avez peut-être ces chiffres-là? Alors, on a à peu près 2 millions de patients uniques. Ah oui, quand même. Oui, qui ont été vus au CHU depuis 2008. D'accord. Donc ça, c'est la volumétrie globale. Et ensuite, en termes de courriers, ça correspond à plusieurs dizaines de millions de courriers. Oui. Et pour la biologie, c'est beaucoup plus conséquent puisque là, on est sur plusieurs centaines de millions de tests biologiques qui sont intégrés dans l'entrepôt. Mais ça représente du coup un asset scientifique absolument formidable en fait d'avoir toutes ces données-là. Est-ce que justement, on pourrait peut-être évoquer un petit peu les principaux usages qui en sont faits aujourd'hui ? Alors, en effet, la volumétrie conséquente ouvre de grandes perspectives. Néanmoins, il faut garder à l'idée que ces données ont été produites pour le soin. Et donc, on est vraiment dans le cadre de la réutilisation, ce qui peut parfois limiter leur potentiel. Donc, il peut y avoir des études tout à fait intéressantes menées, par exemple, pour constituer une cohorte. Je parlais tout à l'heure des cohortes clinico-biologiques prospectives. Donc là, c'est quand on a décidé, avant de mener la recherche, finalement des variables qu'on va recueillir, mais parfois les patients ont déjà été vus au CHU et on a l'idée de recherche après. D'accord. Et donc là, grâce à l'entrepôt, on peut finalement réaliser une requête dans l'outil finalement proposé par l'entrepôt sur une question scientifique. D'accord. Cet outil va permettre de transformer finalement la question posée en requête informatique. Par exemple, je veux recueillir les patients qui ont un psoriasis. Eh bien, on va pouvoir rechercher dans les courriers la présence du terme psoriasis, mais on va pouvoir également rechercher les termes qui sont éventuellement associés et également les codes dont je parlais tout à l'heure de la nomenclature des diagnostics. Et l'outil va requêter également tous les séjours qui peuvent correspondre à cette entité, à ce champ lexical autour finalement du psoriasis. Et ça peut servir, on l'a fait notamment par exemple pour les toxidermies, qui sont finalement des affections cutanées liées à l'exposition à un médicament, où un interne qui souhaitait réaliser sa thèse sur ce travail aurait pu, comme on l'aurait fait il y a 10-15 ans, aller dans les archives, sur la base finalement de la mémoire des différents dermatologues, retrouver les patients, mais ça aurait été extrêmement fastidieux. Là, grâce finalement à l'utilisation de mots-clés, il a pu élaborer une liste de 4000 patients qui correspondaient au terme toxidermie. Alors évidemment, la requête est anonyme, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que quand l'interne réalise ça, il obtient effectivement les 4000 profils patients
qui correspondent à ce mot-clé avec le matériel disponible et ensuite charge à lui de trier ces patients et de relire les courriers pour voir si effectivement on est bien sur un cas qui est intéressant. Mais l'outil propose de réaliser cette sélection. Et à l'issue de ça, on peut constituer finalement une base de patients plus restreinte qui correspond exactement à la question de la recherche. Très bien, ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Vincent. Sachant que les données servent à construire des cas d'usage d'intelligence artificielle, comment ça se passe dans le cas de la médecine ? Et comment ça impacte le métier de médecin ? Alors, l'impact de l'intelligence artificielle sur la pratique clinique est un vaste sujet. On n'a pas forcément encore toutes les réponses. Ça suscite beaucoup d'enthousiasme, mais ça suscite également des craintes. On a abordé tout à l'heure la question, évidemment, du respect de la vie privée des patients. Il y a aussi la question, finalement, du remplacement du médecin lui-même, et on a eu ces craintes-là autour notamment des métiers de la radiologie, par exemple. Il y a également la question de la perte de compétences. Voilà. Donc, toutes ces questions sont des questions très actuelles. En termes d'usage, il faut reconnaître qu'actuellement, nous n'avons pas une pratique médicale qui se base sur des outils d'intelligence artificielle au quotidien. C'est-à-dire que, effectivement, ça commence, notamment dans le domaine de l'imagerie. Il y a des solutions qui permettent aujourd'hui, qui sont utilisées aux urgences du CHU notamment, d'interpréter des radiologies osseuses et qui peuvent accompagner, notamment lorsque les radiologues sont moins disponibles, notamment lors des heures non ouvrables, et peuvent accompagner finalement un clinicien donc non spécialiste de radiologie dans l'interprétation de la radio en finalement identifiant une zone qui peut être suspecte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un outil qui peut servir. On a d'autres outils, par exemple, sur les prescriptions. On peut utiliser un outil informatique à l'heure actuelle qui nous permet, en mettant finalement une ordonnance virtuelle et une liste de traitements qu'on souhaiterait administrer aux patients, identifier très rapidement les interactions médicamenteuses potentielles, puisque cette solution va se baser sur un thésaurus de connaissances qu'on a en théorie, ici de nos formations, mais qui est immense, qui est immense, qui évolue. Et cet outil permet d'aller beaucoup plus rapidement et permet de présenter également visuellement des graphiques d'interaction qui nous permettent d'identifier ces interactions. Après, charge au clinicien finalement de prendre en compte ou pas cette interaction. Parce qu'on peut assumer finalement qu'on va tout de même prescrire le médicament, qu'on prend connaissance de l'interaction médicamenteuse et qu'on va finalement tout de même prescrire ce médicament. Ça soulève finalement l'implémentation d'outils d'intelligence artificielle ensuite dans la prescription informatisée, puisque actuellement nous faisons de la prescription informatisée pour les patients hospitalisés au CHU, et il y a la problématique des alertes, puisque actuellement, lorsqu'on va prescrire un médicament qui peut poser un problème d'interaction, on va avoir une alerte. Et tout le problème là est le réglage de l'alerte. Puisque si le seuil est très bas, on va avoir beaucoup d'alertes, et le risque c'est que dans une journée très chargée, face à un patient avec une consultation qui est parfois assez restreinte en termes de temps, eh bien on peut être amené finalement à prendre connaissance de l'alerte de façon un peu automatique et finalement à cliquer sur OK, valider, et puis il y a un phénomène d'habituation qui fait que peut-être quand l'alerte va être pertinente, on va peut-être être moins attentif. D'accord. Ok, très bien, c'est passionnant. Alors moi qui suis pas médecin et par ailleurs qui aime beaucoup la série Dr House, un cas d'usage que j'ai toujours imaginé dans la médecine, c'est l'apport d'idées en fait pour arriver à un diagnostic. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà ou est-ce que c'est dans les tuyaux ? Alors, c'est une excellente question. Il y a effectivement des applications de ce type qui ont été faites notamment par exemple à l'Institut Imagine, où Nicolas Garcelon notamment a développé un outil qui permet finalement d'identifier des patients types à partir des données qui sont disponibles dans l'établissement. Et à partir de ce profil type, on peut ensuite screener les patients qui n'ont pas de diagnostic identifié afin de savoir si ce profil ressemble. Et ensuite, évidemment, il faut, sur un point de vue médical, reprendre le dossier et voir. Voilà. Mais donc, ça peut accélérer finalement le dépistage, entre guillemets, de patients déjà présents dans l'établissement et qui n'auraient pas de diagnostic définitif qui ont été posés. Donc, ça soulève toute la problématique qui est une thématique de recherche qui intéresse particulièrement notre équipe de recherche sur l'analyse non supervisée avec des techniques de clustering qui permettent, sur la base finalement
de données de santé, de données biologiques qui sont disponibles, d'identifier des profils de patients homogènes, de faire donc des groupes de patients avec des caractéristiques cliniques qui sont proches au sein d'une même population. D'accord. Et une fois qu'on a identifié ces groupes, on peut ensuite aller les caractériser, on peut étudier leur trajectoire, on peut étudier leur réponse thérapeutique. D'accord, passionnant. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Est-ce que vous avez pour projet de créer des modèles d'intelligence artificielle en exploitant les données de l'entrepôt du CHU de Lille ? Alors oui, deux exemples me viennent à l'esprit sur l'utilisation des données de l'entrepôt. Le premier exemple, finalement, c'était juste après l'ouverture de l'entrepôt avec la survenue de la pandémie à SARS-CoV-2. Oui. À ce moment-là, il y a eu mise à disposition plusieurs mois après le début de la pandémie d'immunoglobulines qui permettaient finalement chez les patients qui étaient immunodéprimés de réduire la gravité de l'infection. D'accord. Et lorsque ces médicaments ont été disponibles en France, l'État nous a demandé de proposer cette administration de médicaments à tous les patients immunodéprimés qui recevaient tel ou tel traitement. Évidemment, avant l'entrepôt, on se serait basé sur la mémoire collective, chacun ne tenant pas un registre comme ça de ses patients. Là, grâce à l'analyse du langage naturel, on a pu finalement établir une liste limitée des médicaments avec leurs noms commerciaux, le nom de la molécule, mais également prendre en compte les éventuelles fautes d'orthographe ou mots tronqués qui pouvaient être présents dans les courriers et finalement établir en quelques jours la liste des patients qui pouvaient potentiellement être éligibles. Et ensuite, on a pu contacter ces patients pour leur proposer au plus vite ce traitement. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, toujours sur l'analyse du langage, mais cette fois-ci avec les LLM, les fameux modèles... Donc les modèles type ChatGPT, qui sont derrière des robots comme ChatGPT. Exactement. Alors, on n'a pas utilisé des modèles type ChatGPT parce qu'ils ne sont pas suffisamment respectueux de la vie privée. Bien sûr, mais il existe des modèles de LLM open source qui ont pu être utilisés par une équipe qui a travaillé sur la base des données de l'entrepôt de données de santé et qui a cherché dans les comptes rendus d'IRM cérébrale les patients qui avaient eu une IRM cérébrale aux urgences pour des céphalées, donc des maux de tête. Et ils ont cherché à voir si le modèle de LLM, en comparaison à des radiologues, pouvait être capable d'identifier si ce compte-rendu était bien un compte-rendu d'IRM fait pour le motif céphalée, être capable de voir s'il y avait une injection ou pas, d'identifier si l'examen était normal ou anormal, et enfin d'identifier si on pouvait établir un diagnostic. Et les performances sont vraiment très intéressantes, au moins sur les 3 premières questions. Sur la dernière question, la performance est peut-être un petit peu plus discutable, mais avec l'évolution exponentielle des performances de LLM, on peut être confiant que dans quelques mois, on aura probablement des performances proches de celles d'un humain. Mais si je dézoome un petit peu, il y a très certainement un enjeu du coup positif de santé publique pour simplifier et rendre encore plus efficace le parcours de santé des patients pour qu'ils aillent plus rapidement vers le bon spécialiste ou qu'ils soient mieux suivis grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une question difficile parce que c'est une modification complète de la chaîne de soins à réaliser, puisqu'il faut évidemment que les données soient disponibles. Oui. Or, ici, on a parlé notamment de l'exemple de l'entrepôt de données de santé, donc on est déjà chez des patients qui sont hospitalisés. Donc, ça ne couvre pas le champ finalement des patients qui ne sont pas suivis dans l'établissement ou des individus qui ne sont pas encore diagnostiqués. Donc ça nécessiterait finalement qu'on ait un recueil des données, par exemple chez le médecin généraliste ou chez le pharmacien de ville, voire, mais avec les limites éthiques que ça peut poser, sur les objets connectés des individus. Donc là, ça ouvre un champ vaste autour du respect de la vie privée, de questions philosophiques qui sont derrière ça. Et ensuite, ça nécessite une acculturation des professionnels, puisque les outils sont multiples.
heureusement, la réglementation autour de ces outils a pas mal évolué. Maintenant, on a des grilles qui sont notamment proposées par la HAS, qui permettent d'accompagner finalement et de donner confiance aux professionnels sur le fait que cette solution a été certifiée. Mais ensuite, il faut évidemment la déployer au sein de sa pratique, ce qui est pas évident à l'heure actuelle, puisqu'il y a de nombreux outils et comme je le disais un peu plus tôt, une consultation, ça va durer 15-20 minutes. Et donc c'est vrai que s'il faut avoir en permanence 15 applications ouvertes, parce qu'il y a une application qui regarde la prise de sang, une application qui regarde la glycémie à la maison, une application qui va regarder la radiologie, ça va correspondre quand même à un temps médical important. Et à l'heure actuelle, cette question reste non résolue. D'accord. Très bien. Ça laisse encore beaucoup de perspectives de travail pour vos équipes et les autres qui travaillent dans le monde sur ce sujet. Merci beaucoup Vincent pour cet échange passionnant. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre page internet www.iahdf.org. À bientôt.